Chapitre 3. Les Anciens. Le troisième automne de la guerre contre les pirates rouges fut bien amer pour le roi servant Vérité. Il avait rêvé de ces navires de combat. Il avait fondé sur eux tous ses espoirs. Il avait cru pouvoir débarrasser ses côtes des pirates avec tant de succès qu'il pourrait lancer des attaques contre les côtes outriliennes, même au plus fort des tempêtes d'hiver. Mais, malgré leur première victoire, ces bâtiments n'acquirent pas la maîtrise de nos rivages à laquelle il aspirait. Au début de l'hiver, il possédait une flotte de 5 bateaux, dont 2 avaient subi de graves avaries. Des 3 intacts, l'un était le pirate capturé, qui avait été réarmé et participait désormais aux patrouilles et à l'escorte des marchands. À l'arrivée des vents d'automne, un seul capitaine exprima une confiance suffisante dans la compétence de son équipage et dans son navire pour se déclarer prêt à entreprendre une attaque contre les côtes outriliennes. Les autres réclamaient au moins un autre hiver de manœuvre le long de notre littoral et un été de formation tactique avant de viser un but aussi ambitieux. Vérité, tout en ne souhaitant pas jeter de force des hommes dans pareille aventure, ne cacha pas sa déception et manifesta son sentiment lors de l'équipement du seul navire prêt à se risquer, car le Vengeance, nouveau nom du vaisseau, fut généreusement avitaillé de même que les hommes choisis par le capitaine. Chacun obtint l'armure de son choix et de nouvelles armes fabriquées par les meilleurs artisans du royaume. Leur départ donna lieu à une véritable cérémonie, à laquelle assista même le roi subtil en dépit de sa mauvaise santé. La reine en personne accrocha au mât les plumes de mouette censées ramener le bâtiment sain et sauf à son port d'attache. Puis de grandes acclamations jaillirent lorsque le Vengeance se mit en route, et l'on but de nombreuses fois ce soir-là à la santé du capitaine et de son équipage. Un mois plus tard, à l'atterrement de Vérité, nous apprîmes qu'un navire répondant à la description du Vengeance écumait les eaux paisibles du sud des Six-Duchés et semait le malheur parmi les marchands de Terrillville et des États Chalcèdes. Ce furent les seules nouvelles du capitaine, de l'équipage et du bâtiment qui parvinrent jamais à Castelcerre. Certains accusèrent les Outriliens du bord, mais il y avait autant de bons matelots des Six-Duchés que d'Outriliens sur le bateau, et, quant au capitaine, c'était un enfant de Bourg de Castelcerre. Ce fut un coup terrible porté à l'orgueil de Vérité et à son autorité sur son peuple. D'aucuns disent que de là date sa décision de se sacrifier personnellement dans l'espoir de trouver une solution définitive. Je pense que c'est le fou qui l'y avait incité. En tout cas, il avait passé de nombreuses heures dans le jardin, au sommet de la tour en compagnie de Ketriken, et son admiration pour ce qu'elle y avait accompli n'était pas feinte. On peut obtenir beaucoup grâce à un compliment sincère. À la fin de l'été, non seulement elle riait de ses plaisanteries quand il montait les divertir, elle et ses suivantes, mais il l'avait convaincue de rendre de fréquentes visites aux appartements du roi. En tant que reine servante, elle était à l'abri des humeurs de Murfès. Elle entreprit de mélanger elle-même les poissons reconstituants de Subtil, et, pendant quelque temps, il parut retrouver ses forces grâce à ses soins et à son attention. À mon avis, le fou avait décidé de réaliser par le biais de la reine ce qu'il n'avait pas réussi à obtenir de Vérité, ni de moi. C'est par une soirée froide d'automne qu'elle aborda le sujet devant moi. J'étais avec elle en haut de la tour, et je l'aidais à nouer des paquets de paille autour des plantes les plus fragiles afin qu'elles résistent mieux au gel. Patience avait décrété l'opération nécessaire, et, derrière moi, elle accomplissait le même travail sur des pousses de Courbevent en compagnie de Brodette. Peu à peu, elle en était venue à conseiller fréquemment la reine Kétriken en matière de jardinage, mais sans jamais perdre de sa timidité. La petite Romarin était à mes côtés et me donnait de la ficelle à mesure que la reine et moi en avions besoin. 2 ou 3 suivantes de Kétriken étaient restées, bien emmitouflées. Mais elles se trouvaient à l'autre extrémité du jardin et bavardaient entre elles à voix basse. La reine avait renvoyé les autres à leur cheminée en les voyant frissonner et souffler dans leurs doigts. J'avais moi-même les mains et les oreilles presque insensibles, mais Kétriken paraissait parfaitement à son aise, tout comme Vérité, nichée quelque part sous mon crâne. Il m'avait instamment prié de recommencer à l'abriter dans mon esprit en apprenant que j'allais repartir seul à la chasse aux forgisés. C'est à peine désormais si je sentais sa présence. Pourtant, je crus percevoir un tressaillement lorsque Kétriken,
occupé à nouer un bout de ficelle autour d'une plante emmaillotée de paille, me demanda ce que je savais des anciens. Bien peu, ma reine, répondis-je avec franchise, en me promettant encore une fois d'étudier les manuscrits et les rouleaux que je négligeais depuis si longtemps. Et comment cela se fait-il? Eh bien, on a peu écrit sur eux. Je pense qu'à une époque, ils étaient si courants qu'on n'en ressentait pas le besoin. Et les quelques miettes de connaissances que nous possédons sont éparpillées çà et là au lieu d'être rassemblées en un seul lieu. Il faudrait un savant pour rechercher tous les fragments. Un savant comme le fou? Fit-elle d'un ton mordant. Il en sait apparemment plus sur eux que tous ceux à qui j'ai posé la question. Ma foi, il aime beaucoup lire et... Assez parlé du fou. Je souhaite vous entretenir des anciens, dit-elle brutalement. Je tressaillis, mais je vis que ses yeux gris étaient à nouveau fixés sur l'océan. Elle n'avait voulu ni me rabrouer, ni se montrer grossière. Elle était simplement tout entière à son objectif. Je pris conscience qu'en quelques mois, elle était devenue plus sûre d'elle-même, plus royale. Je sais deux ou trois petites choses, fis-je d'un ton hésitant. Comme moi. Voyons si nos connaissances correspondent. Je commence. Comme il vous plaira, ma reine. Elle s'éclaircit la gorge. Il y a longtemps, le roi Sagesse a subi le siège implacable de pirates venus de la mer. Tout le reste ayant échoué, et redoutant que le temps clément de l'été suivant ne voie la fin des Siduchés et de la maison des loin-voyants, il a résolu de passer l'hiver à chercher un peuple légendaire, celui des anciens. Sommes-nous d'accord jusque-là? Dans les grandes lignes, telles qu'on me les a narrées, les légendes les décrivaient non comme un simple peuple, mais pratiquement comme des dieux. Et les habitants des Siduchés considéraient Sagesse comme un genre de fanatique religieux, à la limite de la folie dans ce domaine. On regarde souvent comme fous les hommes de passion et les visionnaires, m'informa-t-elle calmement. Je reprends. Il a quitté son château à l'automne en se fondant sur un seul renseignement. Les anciens résidaient dans les déserts des pluies, par-delà les plus hauts sommets du royaume des montagnes. Par quelque miracle, il les a trouvés et se les est alliés. Il est rentré à Castelcerre et, ensemble, ils ont chassé les pirates envahisseurs des côtes des Siduchés. La paix et le négoce ont repris, et les anciens ont juré à Sagesse qu'ils reviendraient si le royaume avait besoin d'eux. Nous sommes toujours d'accord? Dans les grandes lignes, là encore, j'ai entendu de nombreux ménestrels affirmer qu'il s'agit d'un dénouement classique dans les histoires de héros et de quêtes. Ils promettent toujours de revenir en cas de nécessité, même du tombeau s'il le faut, dans le cas de certains. En réalité, intervint soudain Patience, accroupi derrière nous, Sagesse n'est jamais rentrée à Castelcerre. C'est à sa fille, la princesse intentionnée, que les anciens se sont présentés et ont offert leur allégeance. D'où tenez-vous ce savoir demanda Kétriken d'une voix tendue. Patience haussa les épaules. Mon père avait un vieux ménestrel qui chantait toujours cette épopée ainsi. Puis, d'un air indifférent, elle se remit à ficeler la paille autour d'une plante. Kétriken réfléchit un moment. Le vent détacha une longue mèche de sa natte et la lui rabattit sur le visage tel un filet. Elle me regarda au travers des raies blonds. Peu importe ce que disent les légendes sur le retour. Si un roi les a trouvés et qu'ils lui ont apporté leur aide, ne croyez-vous pas qu'il pourrait la renouveler si un autre roi les implorait? Ou une reine? Peut-être, répondis-je à contre-cœur. Je me demandais si la reine n'avait pas la nostalgie de son pays natal et ne cherchait pas un prétexte pour y faire une visite. On commençait à jaser sur son ventre toujours plat. De nombreuses dames composaient aujourd'hui sa suite, mais elle n'avait pas de favorite qui fussent d'authentiques amies. Elle devait souffrir de solitude. Je crois, fis-je, puis je m'interrompis un instant pour formuler de façon diplomatique une réponse qui la découragerait. Dis-leur qu'elle doit venir en parler. Je voudrais en savoir plus sur ce qu'elle a glané. La pensée de vérité frémissait d'enthousiasme. Je crois que vous devriez exposer votre idée au roi servant et en discuter avec lui, répétai-je docilement à la reine. Elle demeura silencieuse un long moment, quand enfin elle parla, ce fut d'une voix très basse, afin que moi seul l'entende. Je ne pense pas. Il n'y verra encore qu'un caprice de ma part. Il m'écoutera un peu au début, et puis il commencera à regarder les cartes au mur, ou à tripoter des objets sur sa table en attendant que je finisse. Et enfin, il me fera un sourire,
hochera la tête et me renverra, une fois de plus. Sa voix devint rauque sur la dernière phrase. Elle repoussa la mèche de cheveux de son visage, puis elle se frotta les yeux. Elle se détourna pour contempler la mer, soudain aussi distante que Vérité lorsqu'il artisait. Elle. Elle pleure? Je ne pus dissimuler à Vérité mon agacement devant sa surprise. Amène-la moi! Tout de suite! Vite! Ma reine? Un instant. Le visage toujours détourné, Ketriken fit semblant de se gratter le nez. Je savais qu'elle essuyait ses larmes. Ketriken? J'osais un ton familier que je n'employais plus depuis des mois. Allons lui présenter votre idée dès maintenant. Je vais vous accompagner. Sans me regarder, elle me demanda d'un ton incertain. Vous ne trouvez pas mon projet ridicule? Je me rappelais ma promesse de ne plus lui mentir. Dans la situation actuelle, je pense qu'il faut examiner toutes les possibilités d'assistance. Tout en prononçant ces paroles, je m'aperçus que j'y croyais. Le fou et Imbre n'avaient-ils pas tous deux suggéré, ou plutôt soutenu, cette même idée? Peut-être était-ce le prince et moi qui manquions de clairvoyance. Elle prit une inspiration hachée. Allons-y dans ce cas. Mais je vous demanderai d'abord de m'attendre devant mes appartements. Je voudrais y prendre plusieurs manuscrits que je tiens à lui montrer. Je n'en aurai que pour un petit moment. Puis, plus fort à patience. Dame Patience, puis-je vous prier de finir ces plantes à ma place? J'ai autre chose dont je souhaite m'occuper. Certainement, ma reine, avec plaisir. Nous quittâmes le jardin, et je l'accompagnai chez elle, où j'attendis plus qu'un petit moment. Quand elle ressortit, sa petite servante, Romarin, trottinait derrière elle en répétant qu'elle voulait porter les rouleaux à sa place. Kétriken avait lavé ses mains maculées de terre. Elle avait également changé de robe, s'était parfumée, recoiffée et parée des bijoux que Vérité lui avait envoyés lorsqu'elle s'était promise à lui. Devant mon regard, elle sourit d'un air circonspect. Ma reine, je suis ébloui, fis-je avec audace. Vous me flattez aussi abusivement que royal, répondit-elle en s'éloignant d'un pas pressé dans le couloir, et ses joues avaient rosi. Elle s'habille comme ça rien que pour me parler? Elle s'habille comme ça pour vous plaire. Comment quelqu'un d'aussi fin dans sa compréhension des hommes pouvait-il être à ce point ignorant des femmes? Peut-être n'a-t-il eu guère le temps d'apprendre à les connaître. Je barricadai fermement mes pensées et me hâtais de rattraper ma reine. Charim sortait à l'instant où nous arrivâmes devant le bureau de Vérité. Il avait les bras chargés de linge, ce qui me parut singulier. L'explication me fut fournie quand nous entrâmes. Vérité avait revêtu une chemise moelleuse, en lin bleu pâle, et l'air embaumait la lavande et le cèdre, dont les parfums m'évoquèrent un coffre à vêtements. Les cheveux et la barbe de Vérité étaient manifestement peignés de frais, car je savais que leur bel ordonnancement ne tenait guère plus que quelques minutes. Tandis que Ketriken s'avançait pour faire la révérence devant son seigneur, je vis Vérité telle que je ne l'avais plus vue depuis des mois. L'été qu'il avait employé à artiser l'avait à nouveau consumé. La belle chemise pendait à ses épaules et ses cheveux fraîchement coiffés recelaient autant de gris que de noir. Il y avait aussi des rides autour de ses yeux et de sa bouche que je n'avais jamais remarquées. Ai-je donc si piètre allure? Pas pour elle, lui rappelai-je. Comme Vérité lui prenait la main et la faisait asseoir auprès de lui sur un banc à côté de l'âtre, elle le regarda avec une faim aussi intense que l'appétit de l'art qui le rongeait. Ses doigts serraient ceux de son époux, et je détournai les yeux lorsqu'il porta sa main à ses lèvres. Peut-être avait-il raison quant à l'existence d'une sensibilité artisane. Les émotions de Ketriken me martelaient avec la même violence que la fureur de mes compagnons d'équipage durant la bataille. Je perçus une ride d'étonnement de la part de Vérité. Puis, protège-toi, ordonna-t-il avec brusquerie, et je me retrouvai soudain seul dans ma tête. Je restai figé un instant, pris de vertige sous le coup de sa disparition brutale. Il ne s'était rendu compte de rien, pensai-je sans le vouloir, et je me réjouis que cette réflexion demeure privée. Monseigneur, je suis venu vous demander de m'accorder un petit moment pour vous exposer une idée que j'ai. Tout en parlant d'un ton mesuré, Ketriken scrutait le visage du prince. Certainement, répondit-il. Il me regarda. Fils de chevalerie,
Veux-tu te joindre à nous? Si vous le désirez, monseigneur. Je pris place sur un tabouret de l'autre côté de la cheminée. Romarin vint se placer auprès de moi, les bras toujours chargés de manuscrits que je soupçonnais le fou d'avoir chapardé chez moi. Mais, tout en expliquant le motif de sa venue à vérité, Ketriken prit les rouleaux, l'un après l'autre, à chaque fois pour illustrer son raisonnement. Ils traitaient tous, sans exception, non des anciens, mais du royaume des montagnes. Le roi Sagesse, vous vous le rappelez peut-être, a été le premier noble des six duchés à se présenter chez nous, au pays des montagnes, sans intention belliqueuse. C'est pourquoi notre tradition conserve bon souvenir de lui. Ces manuscrits, copies de textes d'époque, parlent de ses actions et de ses voyages à l'intérieur du royaume des montagnes, et, par conséquent, indirectement, des anciens. Elle déroula le dernier. Vérité et moi nous rapprochâmes stupéfaits. C'était une carte, pâlie par le temps, sans doute mal copiée, mais une carte. Elle représentait le royaume des montagnes et indiquait ses cols et ses pistes. Quelques lignes confuses s'en allaient dans les régions au-delà. Une de ces routes doit mener aux anciens, car je connais les pistes des montagnes. Or, ces lignes ne désignent pas des voies commerciales et ne relient aucun village de ma connaissance. Elles ne correspondent pas non plus aux pistes telles que je me les rappelle. Il s'agit de voies d'autrefois. Et pourquoi les aurait-on notées si ce n'est parce qu'elles conduisent là où s'est rendu le roi Sagesse? Se pourrait-il que ce soit aussi simple? Vérité se leva en hâte et revint avec un chandelier pour mieux éclairer la carte. Amoureusement, il lissa le vélin de la main et se pencha dessus. Il y a plusieurs chemins qui s'en vont dans les déserts des pluies, si c'est bien ce que représente tout ce vers, et aucun ne semble porter d'indication de destination. Comment savoir lequel est le bon? Objectai-je. Peut-être mènent-ils tous aux anciens, fit Ketriken. Pourquoi résideraient-ils en un seul lieu et même lieu? Non! Vérité se redressa. Il y a des inscriptions au bout de deux d'entre eux, au moins. Ou il y en avait, en tout cas. Mais cette satanée encre a passé. Cependant, il y avait bien quelque chose, et je compte bien découvrir quoi. Même Ketriken parut sidéré de son enthousiasme. Pour ma part, j'étais affligé. Je pensais qu'il écouterait son épouse par pure politesse, non qu'il adhérerait sans réserve à son plan. Il se mit à parcourir la pièce d'un pas vif. L'énergie de l'art irradiait de lui comme la chaleur d'un foyer. Le gros des tempêtes d'hiver est sur la côte, où il ne tardera plus. Si je me mets en route rapidement, au cours des jours à venir, je puis arriver au royaume des montagnes, alors que les cols seront encore ouverts. Et ensuite, je pourrai me frayer un chemin jusque là où je dois aller, et revenir au printemps. Peut-être avec l'aide qui nous manque. J'en restais pantois. Et la réponse de Ketriken n'arrangea rien. Monseigneur, je n'avais pas prévu que ce serait vous qui partiriez. Vous devez rester ici. Moi, j'irai. Je connais les montagnes, et j'ai grandi parmi elles. Vous risquez de ne pas y survivre. En ceci, je dois être l'oblat. C'est avec soulagement que je vis Vérité aussi abasourdi que moi. Peut-être, maintenant qu'il avait entendu cette déclaration de la bouche de Ketriken, allait-il enfin prendre conscience de son absurdité. Il secoua lentement la tête, prit les deux mains de son épouse dans les siennes, et la regarda solennellement. Ma reine servante, soupira-t-il, je dois y aller. Dans tant d'autres domaines, j'ai manqué à mon devoir envers les six-duchés, et envers vous. Quand vous êtes venu vous faire proclamer reine, je n'ai manifesté nulle patience pour vos propos sur le rôle de l'oblat. Je n'y voyais que les élucubrations idéalistes d'une enfant. Mais je me trompais. Le terme n'existe pas chez nous, pourtant nous vivons la réalité qu'il recouvre. Et j'ai appris de mes parents à faire passer les six duchés avant moi. Je m'y suis efforcé, mais je vois à présent que j'ai toujours envoyé d'autres s'exposer à ma place. J'ai artisé, c'est vrai, et vous entrevoyez aujourd'hui ce que cela m'a coûté. Mais ce sont des marins et des soldats que j'ai dépêchés à la mort pour les six duchés. Mon propre neveu a exécuté les basses et sanglantes besognes à ma place. Et malgré tous ceux que j'ai envoyés se sacrifier, notre côte n'est toujours pas sûre. Nous voici maintenant à cette dernière chance, à cette épreuve. Voudriez-vous que je demande à ma reine de l'affronter au lieu d'y faire face moi-même?
Peut-être l'indécision rendait rauque la voix de Ketriken. Elle plongea son regard dans le feu. Peut-être pourrions-nous y aller ensemble? Vérité réfléchit. Très sérieusement, il envisagea cette possibilité, et je vis que Ketriken s'en était aperçu. Un sourire naquit sur ses lèvres, puis s'effaça lorsque Vérité fit lentement non de la tête. Je n'ose pas, fit-il à mi-voix. Quelqu'un doit rester. Quelqu'un en qui j'ai confiance. Le roi subtil. Mon père n'est pas bien. Je crains pour lui, pour sa santé. Pendant mon absence et la maladie de mon père, il faut que quelqu'un tienne ma place. Elle détourna le regard. Je préférerais vous accompagner, dit-elle d'un ton farouche. Il lui prit le menton et l'obligea à lever le visage afin de voir ses yeux. Je regardai ailleurs. Je sais, dit-il. Tel est le sacrifice que je dois vous demander. Demeurez ici alors que vous voudriez partir. Demeurez seul, encore, pour les Siduchés. Quelque chose se flétrit en elle. Ses épaules tombèrent, et elle inclina la tête en signe de soumission. Comme Vérité la serrait contre lui, je me levai sans bruit et sortis en emmenant Romarin. J'étais dans ma chambre occupé à étudier, bien tardivement, les manuscrits et les tablettes qui s'y trouvaient encore, lorsqu'un page se présenta à ma porte dans l'après-midi. Vous êtes mandé aux appartements du roi à l'heure suivant le dîner. Tel fut le message qu'il me délivra. Je fus consterné. Il y avait 2 semaines que je n'avais plus été le voir, et je n'avais aucune envie de lui faire face à nouveau. S'il me convoquait pour me donner l'ordre de commencer à courtiser Célérité, j'ignorais quelle serait ma réaction. Mais je craignais de perdre mon sang-froid. Résolument, je déroulai un des manuscrits sur les anciens et m'efforçai de le lire. Mais en vain. Je ne voyais que Molly. Lors des brèves nuits que nous avions passées ensemble après notre journée au bord de la mer, Molly avait refusé de parler davantage de Célérité avec moi. En un sens, c'était un soulagement, mais elle avait également cessé de me taquiner à propos de ses futures exigences et de tous les enfants qu'elle comptait avoir quand je serais son mari pour de bon. Sans rien dire, elle avait abandonné tout espoir que nous soyons un jour mariés. Pour ma part, si j'avais le malheur d'y songer, j'étais pris d'un chagrin tel que j'en vacillais au bord de la folie. Elle ne me faisait aucun reproche, car elle savait que je n'y étais pour rien. Elle ne me demandait même pas ce qu'il allait devenir de nous deux, comme œil de nuit. Elle ne semblait plus vivre que dans l'instant. Elle acceptait comme un cadeau achevé, sans suite, nos nuits d'intimité et ne cherchait pas à savoir s'il y en aurait d'autres. Je percevais chez elle non du désespoir, mais une terrible maîtrise de soi. Une farouche détermination de ne pas lâcher ce que nous avions aujourd'hui pour ce que nous ne pourrions avoir demain. Je ne méritais pas la dévotion d'un cœur aussi fidèle. Quand je somnolais auprès d'elle dans son lit, l'esprit tranquille, bien au chaud, baigné du parfum de son corps et de ses herbes, c'est sa force qui nous protégeait. Elle ne possédait pas l'art ni le vif, mais sa magie était d'une sorte plus puissante encore, et c'est sa volonté seule qui la faisait opérer. Lorsqu'elle me faisait entrer chez elle et verrouillait la porte derrière moi, elle créait dans sa chambre un monde et un temps qui n'appartenaient qu'à nous. Si, par aveuglement, elle avait remis sa vie et son bonheur entre mes mains, ça aurait déjà été intolérable. Or, c'était bien pire. Elle était persuadée qu'un jour ou l'autre, elle devrait payer d'un prix effrayant sa dévotion pour moi. Et pourtant, elle refusait de renoncer à moi. Et je n'avais pas le courage de me détourner d'elle et de lui demander de se chercher une existence plus heureuse. Dans mes heures de plus grande solitude, sur les pistes des environs de Castelcer, mes fontes remplies de pain empoisonné, je me traitais de lâche et de pire que voleur. J'avais dit un jour à Vérité que jamais je ne pourrais prendre les forces d'un homme pour restaurer les miennes, que je ne le voudrais pas. Cependant, chaque jour, c'était ce que j'infligeais à Molly. Le manuscrit des anciens tomba de mes doigts sans vigueur. Ma chambre me paraissait soudain suffocante. Je repoussai les tablettes et les parchemins que j'essayais en vain d'étudier, et, à l'heure avant le dîner, je me rendis aux appartements de Patience. Il y avait quelque temps que je n'avais pas été la voir, mais le fatras de son salon ne changeait pas, sauf la strate supérieure qui reflétait sa passion du moment. Ce jour-là ne faisait pas exception.
Les herbes d'automne, liées en bottes, étaient suspendues partout et emplissaient l'air de leur flagrance. Avec l'impression de déambuler dans une prairie à l'envers, je baissai la tête pour éviter la végétation. Vous les avez accrochés un peu bas, me plaignis-je, à l'entrée de patience. Pas du tout. C'est toi qui as trop grandi. Tiens-toi droit. Tiens-toi droit, que je te regarde. J'obéis, bien que le sommet de mon crâne se retrouvât couronné d'une touffe d'herbe à chat. Bien. Au moins ton été passé à ramer et à trucider des gens t'a redonné la santé. Tu as bien meilleure mine que l'adolescent maladif revenu l'hiver dernier. Je t'avais dit que ces reconstituants te feraient du bien. Tiens, puisque tu es si grand, maintenant, autant que tu m'aides à suspendre cette fournaise-ci. Et ainsi, sans autre forme de procès, elle m'enrôla pour attacher des fils depuis les flambeaux jusqu'aux colonnes de lit, et des colonnes de lit à tout ce qui pouvait servir de point d'ancrage, puis pour y accrocher des bottes d'herbe. Elle m'avait fait monter sur une chaise pour fixer des paquets de balsamine quand elle me demanda: Comment se fait-il que tu ne te plaignes plus de ce que Molly te manque? Est-ce que ça y changerait quoi que ce soit? Fis-je après une hésitation. Je m'étais efforcé de prendre un ton résigné. Non. Elle se tut un instant, comme si elle réfléchissait. Puis elle me tendit un bouquet de feuilles. Ça, m'informa-t-elle, pendant que je les ficelais en place, c'est de la pointille, une plante très amère. On dit qu'elle empêche les femmes de concevoir. Mais ce n'est pas vrai. Du moins, pas de façon fiable. Mais si une femme en consomme trop longtemps, elle risque d'en tomber malade. Elle s'interrompit, l'air songeur. Peut-être qu'une femme malade conçoit moins aisément. Mais je ne recommanderais pas l'usage de cette plante, surtout à quelqu'un à qui je tiens. Je retrouvais l'usage de la parole et me composais une expression dégagée. Pourquoi en faire sécher dans ce cas? En gargarisme, après infusion, elle apaise les douleurs de gorge. C'est ce que m'a dit Molly Chandelière quand je l'ai surprise à en ramasser au jardin des flammes. Je vois. J'accrochais les feuilles au fil comme un cadavre à un nœud coulant. Même l'odeur en était âcre. Et moi qui me demandais comment Vérité pouvait être aussi aveugle à ce qui se trouvait sous son nez. Pourquoi n'y avait jamais songé? Dans quel affre elle devait vivre, à redouter à ce qu'une épouse légitime espère, ce à quoi Patience avait aspiré en vain. Des algues, fit ce chevalerie? Je sursautai. Pardon? Je disais que quand tu auras un après-midi de libre, voudrais-tu ramasser des algues, les noires toutes fripées? C'est à cette saison qu'elles ont le plus de goût. J'essayerai, répondis-je distraitement. Combien d'années encore Molly devrait-elle trembler? Combien de coupes amères devrait-elle avaler? Qu'est-ce que tu regardes? Me demanda Patience d'un ton agacé. Rien? Pourquoi? Parce que c'est la deuxième fois que je te prie de descendre de cette chaise pour la déplacer. Il nous reste toutes ces bottes à suspendre, sais-tu? Je vous demande pardon. J'ai peu dormi la nuit dernière, et j'ai l'esprit brumeux. En effet, tu devrais t'arranger pour dormir davantage la nuit, ajouta-t-elle d'un ton sentencieux. Maintenant, descends, et va mettre ta chaise là-bas, que nous puissions accrocher toute cette menthe. Au dîner, je ne mangeais guère. Royal était seul sur l'estrade et arborait un air sinistre. Son cercle habituel d'adulateurs était regroupé autour d'une table à ses pieds. Je ne compris pas pourquoi il dînait ainsi à part. Certes, son rang le lui permettait, mais pourquoi s'isoler? Il appela un des ménestrels les plus flagorneurs qu'il avait importés à Castelcerre. La plupart venaient de Bauge. Tous affectaient les intonations nasillardes de cette région et manifestaient une inclination pour les longues litanies épiques. Celui-ci chanta l'interminable récit d'une aventure survenue au grand-père maternel de Royal, à laquelle je prêtais le moins possible l'oreille. Apparemment, l'histoire disait qu'il avait crevé un cheval sous lui, afin d'être celui qui abattrait un grand cerf poursuivi en vain par les chasseurs depuis une génération. La chanson ne tarissait pas d'éloges sur la monture au grand cœur, qui était morte pour exaucer le souhait de son maître. Mais elle passait sous silence la stupidité du cavalier qui avait sacrifié un animal de cette qualité pour un peu de viande dure et une paire d'andouillets. Tu n'as pas là dans ton assiette, observa Buriche, en s'arrêtant près de moi. Je me levai de table et traversai la salle en sa compagnie. J'ai. J'ai trop de sujets de préoccupation, qui vont dans trop de directions à la fois. J'ai parfois l'impression que si j'arrivais à me concentrer sur un seul problème, je pourrais le résoudre avant de passer au suivant.
Ah, tout le monde croit ça, mais c'est faux. Règle ceux que tu peux à mesure qu'ils se présentent, et au bout d'un moment, tu t'accoutumeras à ceux auxquels tu ne peux rien. Par exemple, par exemple, avoir une jambe raide, ou être bâtard. On s'habitue tous à des choses qu'on aurait juré insupportables. Mais qu'est-ce qui te ronge cette fois-ci? Je ne peux pas t'en parler maintenant. Ici, en tout cas. Ah, encore! Il secoua la tête. Je ne t'envie pas, Fitz. Par moments, on a besoin de s'épancher de ses problèmes, devant un ami. Mais même ça, on te le refuse. Enfin, tiens bon, j'ai confiance en toi. Tu y arriveras même si tu ne le crois pas toi-même. Il me flanqua une claque sur l'épaule, puis sortit par les portes extérieures au milieu d'une grande bouffée d'air frais. À en juger par le vent, les tempêtes d'hiver étaient en train de se lever. J'étais à mi-chemin de ma chambre quand je me rendis compte que Burrich s'était adressé à moi comme à un égal. Il voyait enfin en moi un adulte. Peut-être m'en tirerais-je mieux si moi aussi je me voyais ainsi. Je carrai les épaules et rentrai chez moi. Je me vêtis avec un soin exceptionnel, et cela me fit songer à Vérité, changeant vivement de chemise pour accueillir Kétriken. Comment pouvait-il être aussi aveugle à sa propre épouse? Et moi, à Molly? Que faisait-elle d'autre pour nous deux, dont je n'avais jamais pris conscience? L'abattement me reprit, plus fort qu'avant. Ce soir. Ce soir, après que Subtils en aurait fini avec moi, je ne pouvais pas la laisser continuer à se sacrifier. Pour l'instant, mieux valait ne plus y penser. Je me fis une queue de cheval, ornement de guerrier que j'estimais avoir amplement mérité, et rajustai le devant de mon pourpoint bleu. Il était un peu serré aux épaules, mais c'était le cas de toutes mes affaires. Je sortis. Dans le couloir qui longeait les appartements du roi subtil, je rencontrai Vérité, qu'Etriken au bras. Jamais je ne leur avais vu une telle prestance. J'avais soudain devant moi le roi servant et sa reine. Vérité portait une longue robe de cérémonie d'un vert chasse profond, décorée aux manches et aux ourlets d'une bande brodée de cerfs stylisés. À son front brillaient l'étroit bandeau d'argent serti d'une pierre bleue, apanage du roi servant que je ne l'avais pas vu arborer depuis longtemps. Ketriken, elle, était en pourpre et blanc, ses couleurs préférées. Sa robe violette était très simple, avec des manches courtes et amples, qui en découvraient d'autres, blanches, plus longues et plus serrées. Elle était parée des joyaux que Vérité lui avait offerts, et ses longs cheveux blonds s'entremêlaient d'une résille en chaîne d'argent ponctuée d'améthyste. À leur vue, je me figeais. Ils avaient le visage grave, et ils ne pouvaient se rendre que chez le roi subtil. Je me présentai à eux avec solennité, puis expliquai à Vérité, non sans circonspection, que le roi m'avait convoqué. Non, fit-il avec douceur. C'est moi qui t'ai fait convoquer chez lui, en même temps que Kitriken et moi. Je souhaite t'avoir pour témoin. Le soulagement me submergea. Il ne s'agissait donc pas de célérité. Témoin de quoi, mon prince? Demandai-je. Il me dévisagea comme si j'étais demeuré. Je compte demander au roi la permission de me mettre en quête des anciens pour amener les secours qui nous font cruellement défaut. Ah! Je n'avais pas remarqué le page silencieux qui les accompagnait. Tout de noir vêtu, les bras chargés de manuscrits de tablettes. Son visage était un masque pâle et rigide. J'aurais parié que Vérité ne lui avait jamais rien demandé de plus officiel jusque-là que de lui cirer ses bottes. Romarin, toiletté de frais et habillé aux couleurs de Kétriken, m'évoqua un navet blanc et pourpre qu'on vient de gratter. Je fis un sourire à l'enfant potelé, mais le regard qu'elle me retourna était empreint de sérieux. Sans attendre, Vérité frappa à la porte. Un instant! Cria une voix, celle de Murfess. Il entr'ouvrit lui, jeta un coup d'œil mauvais par l'entrebâillement, et se rendit compte tout à coup que c'était Vérité qui l'empêchait d'entrer. Il eut une seconde d'hésitation avant d'ouvrir en grand. Messire, chevrota-t-il, je, je ne vous attendais pas. Enfin, on ne m'a pas informé que le roi devait. Votre présence n'est pas utile pour l'instant. Vous pouvez sortir. Ordinairement, Vérité ne congédiait même pas un page avec autant de froideur. Mais le roi risque d'avoir besoin de moi. L'homme ne cessait de jeter des regards affolés de droite et de gauche. Il avait peur de quelque chose. Les yeux de Vérité se rétrécirent. Si c'est le cas, je vous ferai appeler. Non, plutôt attendez ici, dans le couloir, et veillez à être là si je vous appelle. Après une brève indécision, Murfess sortit et se planta près de la porte. Nous entrâmes,
et Vérité lui-même referma derrière nous. Je n'aime pas cet homme, observa-t-il d'une voix plus qu'assez forte pour se faire entendre depuis le couloir. Il est à la fois empressé et d'une obséquiosité répugnante. C'est une combinaison déplorable. Le roi ne se trouvait pas dans son salon. Comme Vérité s'avançait de la pièce, le fou surgit brusquement à la porte de la chambre. Il nous dévisagea de ses yeux globuleux, puis se mit à sourire avec une joie soudaine. Enfin, s'inclina jusqu'au sol devant nous. Sire, réveillez-vous. Je vous l'avais prédit. Les ménestrels sont là. Quel fou, grogna Vérité, mais d'un ton bon enfant. Il passa devant lui en repoussant ses tentatives comiques pour baiser l'ourlet de sa robe. Kétriken le suivit, une main sur les lèvres pour s'empêcher de sourire. Quant à moi, je réussis à éviter le croche-pied que me fit le fou. Mais du coup, je ratai mon entrée et faillis me cogner contre Kétriken. Le bouffon me fit une grimace souriante, puis s'approcha du lit de Subtil, en faisant des entrechats. Il souleva la main du vieillard et la tapota avec une douceur non feinte. Votre Majesté, Votre Majesté, vous avez des visiteurs. Subtil s'agita, puis inspira brusquement. Quoi? Qui est là? Vérité? Ouvre les rideaux, fou. Je n'y vois goutte. Reine Ketriken. Qu'y a-t-il? Le Fitz? Mais que se passe-t-il? Sa voix était faible, et on y percevait un ton géniard. Mais, malgré tout, il était en meilleure forme que je ne l'espérais. Tandis que le fou tirait les rideaux du lit et glissait des oreillers dans le dos du roi, je contemplais cet homme qui paraissait plus âgé qu'Imbre. La ressemblance entre les deux semblait s'accentuer à mesure que Subtil vieillissait. En fondant, la chair du visage royal révélait un front et des pommettes semblables à ceux de son frère bâtard. Son regard était vif, quoique empreint de lassitude, et il avait l'air mieux que la dernière fois que je l'avais vu. Il se redressa pour nous faire face. Eh bien, qu'y a-t-il? Demanda-t-il en nous observant l'un après l'autre. Vérité s'inclina profondément, avec solennité, et Ketriken fit une grave révérence. Je connaissais mon rôle. Je mis un genou en terre et demeurai ainsi, la tête courbée. Je parvins néanmoins à relever les yeux à la dérobée quand Vérité prit la parole. Roi Subtil, mon père, je viens réclamer la permission d'entreprendre une quête. À savoir, fit Subtil d'un ton irritable. Vérité leva le regard pour soutenir celui de son père. Je souhaite quitter Castelcer avec une troupe d'hommes triés sur le volet, pour tenter de suivre le chemin qu'a emprunté le roi Sagesse il y a bien longtemps. Je désire me rendre cet hiver dans les déserts des pluies, au-delà du royaume des montagnes, afin de trouver les anciens et leur demander de tenir la promesse qu'ils ont faite à notre ancêtre. Une fugace expression d'incrédulité passa sur les traits de Subtil. Il s'assit contre ses oreillers et jeta ses maigres jambes hors du lit. Fou, apporte-moi du vin. Fitz, relève-toi et donne-lui la main. Kedriken, ma chère, votre bras, si vous voulez bien m'aider à m'installer dans le fauteuil près de la cheminée. Vérité va chercher la petite table sous la fenêtre, s'il vous plaît. Et ainsi, Subtil fit éclater la bulle de formaliste qui imprégnait la réunion. Ketrikan l'aida avec une gentillesse qui trahissait un lien d'affection sincère avec le vieil homme. Le fou se dirigea en caracolant vers le buffet du salon pour y prendre des verres et me laissa le soin de choisir une bouteille de vin de la petite réserve personnelle de Subtil. Elle était couverte de poussière, comme s'il n'y avait pas goûté depuis longtemps. Soupçonneux, je me demandais d'où provenait le vin que Murfess lui donnait à boire. En tout cas, j'observais que le reste de la pièce était bien rangé, beaucoup mieux qu'avant la fête de l'hiver. Les brûloirs à fumée qui m'avaient tant consterné étaient rassemblés dans un coin, froid, et ce soir le roi paraissait encore avoir tous ses esprits. Le fou aida le roi à enfiler une épaisse robe de laine, puis s'agenouilla pour lui mettre ses pantoufles. Subtil prit place dans le fauteuil auprès du feu et posa son verre de vin sur la table à son côté. Qu'il avait donc vieilli. Mais le roi à qui je m'étais si souvent présenté durant ma jeunesse tenait à nouveau conseil devant moi, et je regrettais soudain de n'avoir pas la parole ce soir. Ce vieillard aux yeux aigus aurait peut-être écouté jusqu'au bout l'exposé des raisons pour lesquelles je voulais épouser Molly. Je ressentis une nouvelle bouffée de colère contre Murfess et les drogues dont il intoxiquait mon roi. Mais ce n'était pas mon heure. Malgré l'absence de formalisme du roi,
Vérité et Kétriken étaient tendus, comme des cordes d'arc. Le fou et moi disposâmes des fauteuils, afin qu'ils s'installent de part et d'autre du souverain. Puis j'allais prendre place derrière Vérité pour attendre la suite. Explique-toi simplement, demanda subtil la Vérité, qui s'exécuta. Les manuscrits de Kétriken furent déroulés, un à un, et Vérité en lut à haute voix les passages pertinents. Après quoi, ils étudièrent longuement l'ancienne carte. Tout d'abord, Subtil se contenta de poser des questions, réservant ses commentaires et ses critiques pour le moment où il serait sûr de posséder tous les renseignements nécessaires. À côté de lui, le fou, tour à tour, m'adressait des clins d'œil rayonnants et faisait d'épouvantables grimaces aux pages de vérité dans l'espoir d'arracher au moins un sourire au jeune garçon pétrifié. À mon avis, il ne réussissait qu'à le terroriser un peu plus. Romarin, elle, avait complètement oublié où elle se trouvait, et s'en était allée jouer avec les glands des rideaux de lit. Quand Vérité eut achevé son exposé et que Kétriken y eut ajouté ses notes, le roi se laissa aller contre le dossier de son fauteuil. Il finit son verre, puis le tendit au fou, qui le lui remplit. Ensuite, il but une nouvelle gorgée de vin, soupira et secoua la tête. Non, cette histoire tient trop sur des rumeurs et des contes pour enfants pour que tu t'y lances en ce moment, Vérité. Tu m'as suffisamment convaincu pour que je croie utile d'envoyer un émissaire, un homme de ton choix, avec une escorte convenable, des présents et des lettres de ma main et de la tienne pour confirmer qu'il voyage bien sur notre ordre. Mais t'y risquer en personne, toi, le roi servant, non. Nous ne pouvons nous permettre de diviser nos ressources. Royal était ici aujourd'hui. Il m'a parlé du coût de la construction des nouveaux navires et de la fortification des tours de l'île dans l'Andouillé. L'argent commence à manquer, et les gens risquent de s'inquiéter s'ils te voient quitter la cité. Je ne me sauve pas, je pars en recherche, une recherche dont le but est leur bénéfice. Et je laisse ici ma reine servante pour me représenter pendant mon absence. De plus, je ne comptais pas partir avec une caravane, des ménestrels, des maîtres-queues et des tentes brodées, monseigneur. Il s'agirait de voyager sur des routes enneigées, de s'enfoncer dans le cœur même de l'hiver. J'emmènerai une troupe militaire et je me déplacerai en soldat, comme je l'ai toujours fait. Et tu crois que ça impressionnerait les anciens, dans le cas où tu les trouverais, s'ils ont jamais existé? La légende raconte que le roi Sagesse s'est mis seul en route. Je suis convaincu que les anciens existaient alors et qu'il les a découverts. Si j'échoue, je reviendrai et je me réattellerai à la pratique de l'art et à la construction des bateaux. Qu'aurons-nous perdu? Mais si je réussis, je ramènerai un puissant allié. Et si tu meurs pendant ta quête? Demanda Subtil d'une voix sourde. Avant que Vérité puisse répondre, la porte du salon s'ouvrit à la volée, et Royal entra toute voile dehors. Il avait le visage cramoisi. Que se passe-t-il ici? Pourquoi ne m'a-t-on pas informé de cette réunion? Il m'adressa un regard venimeux. Derrière lui, la tête de Murfès apparut dans le bâillement. Vérité s'autorisa un masse sourire. Si tes espions ne t'en ont pas averti, que fais-tu ici? C'est à eux, pas à moi, qu'il faut reprocher de ne pas t'avoir mis au courant plus tôt. La tête de Murfès disparut aussitôt. Père, j'exige de savoir ce qui se passe ici. C'est tout juste si Royal ne tapa pas du pied. Derrière Subtil, le fou imitait les expressions de ce visage et le page de vérité sourit enfin. Mais, soudain, ses yeux s'agrandirent et il reprit son sérieux. Sans répondre à son dernier fils, Subtil s'adressa à Vérité. Avais-tu une raison de vouloir exclure le prince royal de notre discussion? Je ne voyais pas en quoi elle le concernait. Il se tut un instant. Et je souhaitais être sûr que votre décision serait seulement la vôtre. Royal se hérissa, ses narines se pincèrent en blanchissant, mais Subtil leva la main pour le calmer, et il parla de nouveau à vérité seule. Notre réunion ne le concerne pas? Mais sur quelles épaules retomberait le manteau de l'autorité pendant ton absence? Le regard de vérité devint glacial. Ma reine servante me représenterait, naturellement. Et c'est vous qui portez encore le manteau de l'autorité, mon roi. Mais si tu ne revenais pas, je ne doute pas que mon frère saurait rapidement s'adapter à la situation. Vérité ne cherchait pas à dissimuler son aversion, et je compris alors à quel point le poison des perfidies de Royal l'avait affecté. Rongé, le lien qu'il avait pu partager en tant que frère, ils n'étaient désormais plus que rivaux. Subtil le sentit,
Lui aussi, j'en suis sûr. Et je me demandais s'il en éprouvait de la surprise. Si oui, il le cacha bien. Quant à Royal, son attention s'était éveillée en entendant parler du départ éventuel de Vérité. Il avait maintenant l'attitude tendue et gourmande du chien qui mendie à une table. Trop pressé de parler, sa voix manquait de sa sincérité. Si on voulait bien m'expliquer où Vérité doit se rendre, je pourrais peut-être m'exprimer moi-même sur les responsabilités que j'aurais à assumer. Vérité ne répondit pas. Serein, il regarda son père. Ton frère? L'expression me paraît un peu trop appuyée. Désire que je lui accorde congé pour une recherche. Il désire se rendre très vite au désert des pluies, par-delà le royaume des montagnes, pour trouver les anciens et obtenir d'eux l'aide qu'ils nous ont autrefois promise. Royal écarquilla les yeux. J'ignore s'il n'arrivait pas à croire à l'idée de l'existence des anciens ou à la bonne fortune qui lui tombait soudain du ciel. Il s'humecta les lèvres. Bien entendu, je ne lui ai pas permis, poursuivit Subtil, sans quitter Royal des yeux. Mais pourquoi s'exclama ce dernier. Il faut envisager toutes les possibilités. La dépense serait prohibitive. Ne m'as-tu pas signalé il y a peu que la construction des navires, le recrutement des équipages et l'approvisionnement avaient pratiquement épuisé nos réserves? Royal battit des paupières aussi vite qu'un serpent sort sa langue. Mais j'ai reçu le reste du bilan des moissons depuis père. Je ne pense pas qu'elle serait aussi bonne. On pourra trouver les fonds pourvu qu'il accepte de voyager simplement. Vérité souffla par le nez. Je te remercie de ta considération, Royal. J'ignorais que ce genre de décision était de ton domaine. Je ne fais que conseiller le roi tout comme toi, rétorqua hâtivement Royal. Tu ne crois pas qu'envoyer un émissaire serait plus raisonnable demanda Subtil en regardant le jeune prince d'un œil scrutateur. Que penserait le peuple de son roi servant s'il quittait Castelcer dans la situation où nous sommes et dans un tel but? Un émissaire? Royal prit l'air songeur. Non, je ne crois pas, étant donné ce que nous demandons. Les légendes ne disent-elles pas que le roi Sagesse s'était déplacé en personne? Que savons-nous de ces anciens? Pouvons-nous leur envoyer un sous-fifre au risque de les enfoncer? Non, dans le cas présent, je pense qu'il y faut au moins le fils du roi. Quant à son absence, ma foi, vous êtes le roi et vous êtes parmi nous, comme sa femme. Ma reine, gronda Vérité. Mais Royal poursuivit sans écouter. Et moi aussi, vous voyez, Castelcer ne serait pas abandonné. La mission, elle pourrait bien capturer l'imagination du peuple. D'un autre côté, si vous le souhaitez, on peut en taire le but et en faire une simple visite chez nos alliés des montagnes. Surtout si sa femme l'accompagne. Ma reine demeurera ici. Vérité insista sur le titre. Pour représenter ma fonction et protéger mes intérêts. Ne fais-tu pas confiance à notre père là-dessus demanda mielleusement Royal. Sans rien dire, Vérité regarda le vieillard, assis dans son fauteuil près du feu. La question qu'il lui posait muettement était claire. Puis-je vous faire confiance? Mais Subtil, fidèle à son nom, répondit par une autre question. Tu as entendu l'avis de Royal sur cette entreprise, et le mien. Le tien, tu le connais. Maintenant, que désires-tu faire? Je bénis alors Vérité, car il tourna son regard vers Kitriken, seul. Ils n'échangèrent pas un signe, pas un murmure, mais quand il se retourna, leur accord était conclu. Je désire me rendre au désert des pluies, par-delà le royaume des montagnes, et je souhaite me mettre en route le plus vite possible. Le roi Subtil hocha lentement la tête, et je sentis mon cœur se glacer. Mais, derrière son fauteuil, le fou traversa la chambre dans une série de sauts périlleux arrière, puis revint en cabriolant se placer derrière le roi, l'air aussi attentif que s'il n'avait jamais bougé. Royal était resté impassible, mais quand Vérité s'agenouilla pour baiser la main de Subtil et le remercier de sa permission, le sourire qui apparut sur son visage était assez large pour engloutir un requin. La réunion s'acheva peu après. Vérité souhaitait partir 16 jours plus tard, et Subtil accepta. Il souhaitait également choisir son escorte, et Subtil accepta aussi. Mais Royal avait l'air pensif. Il me déplut, lorsque le roi nous congédia tous, d'observer que Royal restait en arrière, pour échanger des messes basses avec Murfess, pendant que nous sortions. Et je me pris à me demander si Imbre m'autoriserait à tuer Murfess. Il m'avait interdit de m'occuper de Royal de cette façon, et j'avais promis à mon roi de m'en abstenir. Mais Murfess ne jouissait pas de la même immunité. Dans le couloir,
Vérité me remercia brièvement. Hardiment, je lui demandai pourquoi il avait désiré ma présence. Pour porter témoignage, répondit-il avec gravité. Un témoin est beaucoup plus crédible qu'un on dit. Je voulais que tu gardes en mémoire toutes les paroles qui ont été prononcées, afin qu'elles ne soient pas oubliées. Je sus alors que je devais m'attendre à être convoqué par Imbre cette nuit-là. Mais je ne pus résister à l'envie de voir Molly. Voir le roi en tant que roi avait réveillé mes espoirs déclinants. Je me promis de lui faire une visite rapide, juste pour lui parler, pour lui dire que je la remerciais de tout ce qu'elle faisait. Je serais dans ma chambre avant les dernières heures de la nuit. Imbre aimait à m'appeler. Je frappai discrètement à sa porte, et elle me fit vite entrer. Elle dut sentir que j'étais sur les nerfs, car elle se blottit aussitôt dans mes bras, sans la moindre question n'hésitation. Je caressai sa chevelure lustrée, puis plongeai mes yeux dans les siens. La passion qui me saisit alors était comme une source de printemps qui dévale soudain son lit à sec, emboutant tous les débris de l'hiver hors de son chemin. Envolé, mes intentions de parler tranquillement. Molly poussa un petit cri de surprise quand je la serrai violemment contre moi. Puis elle se laissa aller. J'avais l'impression qu'il y avait des mois, et non quelques jours, que nous ne nous étions plus vus. Lorsqu'elle m'embrassa avec avidité, je me sentis soudain gauche, ne sachant plus pourquoi elle devrait me désirer. Elle était si jeune et si belle. Quelle vanité de croire qu'elle voudrait d'un homme aussi meurtrier et usé que moi. Pourtant, sans me laisser m'apesantir sur mes doutes, elle me tira sur elle, sans une hésitation. Au plus profond de ce partage, je reconnus enfin la réelle présence de l'amour dans ses yeux bleus. Je m'enorgueillis de l'ardeur avec laquelle elle m'attirait contre elle et m'étreignait entre ses bras pâles et vigoureux. Par la suite, il me revint l'image de cheveux dorés répandus sur un oreiller, les parfums du bois de miel et de l'amont plaisante sur sa peau, même le son de sa voix lorsqu'elle rejeta sa tête en arrière en exprimant doucement sa ferveur. Plus tard, Molly m'avoua dans un murmure étonné que mon enthousiasme lui avait donné l'impression d'être avec un autre homme. Sa tête reposait sur ma poitrine, sans répondre. Je caressais ses cheveux sombres qui exhalaient toujours l'odeur de ses herbes, le thym et la lavande. Je fermai les yeux. J'avais bien protégé mes pensées, je le savais. C'était depuis longtemps devenu un réflexe chez moi quand j'étais en compagnie de Molly. Mais pas chez Vérité. Je n'avais pas voulu ce qui s'était produit. Ce n'était d'ailleurs sans doute la faute de personne. En tout cas, j'espérais être le seul à en avoir ainsi tout perçu. Alors, nul mal n'en sortirait tant que je n'en parlerais pas. Tant que je parviendrais à chasser de mon souvenir la fraîcheur des lèvres de Ketriken et la douceur de sa peau blanche, si blanche.